Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand nous emmène à Versailles pour y visiter la grande exposition Fêtes et divertissements à la cour qui se tient jusqu'au 26 mars. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le château de Versailles a été un grand siècle durant, de 1682 à 1715 et de 1722 à 1789, le siège de la cour de France et dès lors le palais de toutes les fêtes, de tous les divertissements. L'exposition qui nous est proposée dans l'aile du Nord est un véritable bonheur et l'une des commissaires, Béatrix Saul, nous rejoindra tout à l'heure. Et pour nous mettre dans l'ambiance, vous allez nous raconter l'un des plus grands bals de l'histoire du château. Oui, le célèbre, l'inoubliable bal des Ifs donné lors du carnaval 1745 à l'occasion des fêtes pour le mariage du dauphin. C'est à cette occasion que la cour a découvert la nouvelle favorite du roi, une grande bourgeoise de Paris, nommée Lenormand d'Étiole et qui bientôt sera titrée marquise de Pompadour. Et pour nous accompagner dans le dédale magnifique des fêtes versaillaises, vous avez invité Patricia Bouchenaud-Deschamps. Oui, Patricia nous fait en effet l'amitié d'être là. Il ne vous reste plus à vous, chère Anissa, qu'à passer ce joli masque, à vous envelopper de ce domino. Le domino, c'est une grande cape de satin avec un capuchon. Ben voilà, ça y est, vous êtes prête à aller danser. Avec plaisir. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes à Versailles au début de l'année 1745, non pas au début, à la fin. Nous sommes à l'automne, le 14 septembre exactement, quand jeune Antoinette Poisson, titrée depuis quelques jours marquise de Pompadour, est officiellement présentée à Louis XV. Pour cette jeune femme issue de la bourgeoisie et non de l'aristocratie, c'est une véritable consécration. Première favorite royale à n'être pas issue du milieu de la cour, la nouvelle Madame de Pompadour va devenir une véritable icône du charme féminin, mais son ascension tellement incroyable va lui valoir également de nombreux ennemis. Elle est décriée évidemment d'abord en raison de ses origines roturières. Elle est née Poisson, vous imaginez ça? Et elle est également beaucoup décriée du fait du réseau occulte de financiers qui la soutient, des gens un peu sans scrupules pour beaucoup d'entre eux. La marquise de Pompadour aura certainement à la fois été une des femmes les plus admirées et les plus haïes de son temps. À son propos, son biographe, l'un de ses biographes, Robert Muchimblé, écrit que rien n'est simple ni limpide chez elle et que, je cite, son existence dépasse en complexité et en rebondissement la trame du roman historique le mieux agencé. Alors, comment cette simple roturière est-elle parvenue à conquérir le cœur du roi Louis XV ? C'est une rencontre digne d'un roman que je vais vous raconter. Un roman que j'ai écrit, ça tombe bien. J'ai écrit ça il y a des années, presque 20 ans maintenant. Ça s'intitulait Le bal des Ifs. Alors pourquoi ce titre ? Eh bien, nous y venons justement. Lorsque Jeanne-Antoinette vient au monde, le 29 décembre 1721, le roi Louis XV a déjà 11 ans. Or, il règne sur la France depuis 6 ans. Rappelez-vous que très jeune, il a vu disparaître Louis XIV et toute une partie de sa famille. Bref, c'est un enfant qui est monté sur le trône et qui a dû endosser aussi jeune des responsabilités écrasantes. En 1725, à 15 ans, il a épousé Marie Leginska, une princesse originaire de Pologne, qui est de 7 ans son aînée. Alors, ça a été un mariage heureux. Seulement les années passant, on sait que Louis XV a fini par se détourner de son épouse et par fréquenter des maîtresses. D'abord, toutes les sœurs de la même famille. Rappelez-vous, on avait raconté ça, les filles de Nesle, dont fait partie la sublime duchesse de Châteauroux. Le roi lui-même est extrêmement beau. Robert Muchimblé le décrit comme le plus bel homme de France, impressionnant par sa haute taille, sa prestance physique, sa vigueur et ses traits d'une quasi-perfection. Cependant, s'il plaît beaucoup aux femmes, il va rarement à leur conquête. Ce sont les femmes qui doivent le conquérir. C'est ce que l'on raconte volontiers autour de la petite Jeanne-Antoinette Poisson, qui va grandir, si vous voulez, dans cette ambiance. On parle beaucoup du roi, on parle beaucoup des dames qui tournent autour de lui, etc. Elle est de petite naissance, vous l'avez compris, mais elle va être élevée néanmoins dans la haute bourgeoisie d'argent. En effet, Jeannette, comme on l'appelle, certains bientôt la surnommeront Rainette, est la fille d'une femme réputée galante, qui a connu bien des lits fortunés de la capitale, et d'un homme de main qui œuvre pour d'importants financiers, les fournisseurs aux armées Paris.
Donc, la jeune fille est élevée comme un morceau de roi, pour reprendre l'expression de son parrain et protecteur. Certains disent de son père biologique, monsieur Lenormand de Tournehem. On disait de Tournin à la cour. Donc, une éducation exemplaire. Elle est presque mieux élevée que les demoiselles de la cour, elle est cultivée, elle a beaucoup lu, elle est très douée pour tout, pour le chant, pour la danse, pour le théâtre. On raconte qu'à l'âge de 9 ans, une voyante lui a prédit qu'elle sera aimée du roi. Oh, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Il faut vous dire que son père a dû s'exiler en Allemagne à la suite d'une affaire de prévarication assez dramatique. Donc c'est le Normand qui se charge de la marier à son propre neveu, le sous-fermier, c'est-à-dire une sorte de percepteur de l'époque, qui s'appelle Lenormand d'Étiolles. Et c'est ce qui va permettre à la jeune femme d'être désormais reçue dans les beaux salons parisiens, chez Madame de Tencin, chez Madame Geoffroy, etc., Madame Geoffrin, etc. Elle fait là la connaissance des grands esprits de l'époque, Fontenelle, Voltaire, Montesquieu, Crébillon, etc. Il faut dire que Jeanne-Antoinette, qu'on appelle maintenant Madame d'Étiolles, est d'une beauté incroyable et d'un charme, surtout un charme saisissant. C'est une créature aux airs de femme enfant, si vous voulez. Elle a vraiment toutes les grâces, si j'en crois du fort de Giverny. Elle était d'une grande taille de femme, sans l'être trop, très bien faite. Elle avait le visage rond, tous les traits réguliers, un teint magnifique, la main et le bras superbes, des yeux jolis, plus jolis que grands, dit-il, mais d'un feu, d'un spirituel, d'un brillant que je n'ai jamais vu à aucune femme. Elle réside à la belle saison à Étiolles, donc en lisière de la forêt de Sénart. Et voilà qu'en juillet 1742, le président Hénault commence à la remarquer. Il n'est pas le seul, pour tout vous dire. Il écrit à Madame du Deffand: « Je trouvais là une des plus jolies femmes que j'ai jamais vues, c'est Madame d'Étiolles. » C'est quand même pas rien, ça. Elle sait la musique parfaitement bien, elle chante avec toute la gaieté et le goût possible, sait, sans chanson, joue la comédie à Étiolles sur un théâtre aussi beau que ceux de l'opéra. Il faut vous dire que monsieur Lenormand de Tournehem, donc il la protège tellement, a fait construire et aménager pour elle un théâtre absolument somptueux. Et donc, tous les gens de la cour, lorsqu'ils suivent le roi à Fontainebleau, profitent de leur soirée libre pour venir à Étiolles applaudir la belle Jeanne-Antoinette, qui apparaît comme une épouse idéale pour son mari, comme la mère aimante de la jeune Alexandrine. Cependant, si elle a l'air assez innocente, elle l'est beaucoup moins qu'elle n'en a l'air. « Si je devais tromper mon mari, ce ne serait qu'avec le roi, dit-elle. » On ne sait pas exactement de quelle manière Madame d'Étiolles a rencontré Louis XV pour la première fois. On suppose que l'idylle a débuté au cours d'une des fameuses chasses royales, vous savez, dans la forêt de Sénart. Ce sont les frères Goncourt qui racontaient que Madame d'Étiolles avait tellement de moyens et tant de goût qu'elle se présentait tantôt vêtue en rose dans un phaéton, c'est-à-dire dans une voiture découverte bleue, tantôt en bleu dans un phaéton rose. Bref, elle cherche à se faire remarquer, ça marche. Elle impressionne visiblement le roi par sa grâce, par sa beauté, et très vite, Sa Majesté la place au nombre des dames auxquelles on envoie régulièrement des chevreuils lorsque la chasse est finie. Ça, c'est un premier hommage royal. Oh, c'est loin d'être le dernier. Voilà, vous êtes maintenant au fait de tout. Vous êtes paré, si j'ose dire, pour assister au bal des Ifs. Un extrait de l'ouverture de la tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau, Dardanus sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand vous emmène au cœur du bal des Ifs cet après-midi, au cœur du château de Versailles. Et la suite, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1.
Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire des fêtes à Versailles et en particulier d'un bal resté célèbre, le bal des Ifs que vous allez nous raconter dans un instant. C'est lors de ce bal que Madame d'Étiole, future marquise de Pompadour, parvient à séduire le roi Louis XV. Alors elle s'apprête à devenir la nouvelle favorite du roi, mais avant d'être au cœur de ce bal, Franck, à quoi correspond exactement le statut de favorite du roi ? C'est un statut de fait et non un statut de droit déjà. Il faut savoir que pendant très longtemps, les maîtresses royales sont restées relativement dans l'ombre. La première favorite officielle, et encore quand je dis officielle, je devrais dire pour être plus exact, la première favorite reconnue, c'est Agnès Sorel, vous savez, qui était l'amie de cœur du roi Charles VII. Alors il faut préciser que si les rois ont souvent des liaisons, et alors là, on ne peut même pas les compter, bien entendu, très rares sont les dames qui vont être considérées comme favorites. C'est très important le rôle de favorite, parce qu'évidemment, ça vous met en pleine lumière, c'est très embarrassant vis-à-vis de la reine, surtout lorsque, comme Madame de Pompadour, vous êtes membre de la maison de la reine, vous imaginez, c'est-à-dire que vous êtes censé servir la souveraine tous les matins et, si j'ose dire, le souverain tous les soirs. C'est un peu ça. Bon, donc c'est très complexe comme situation, et en même temps, ça vous donne une puissance, des moyens quasiment illimités. Donc ça fait de vous de très loin la première dame du royaume, bien devant la reine, pas en statut, mais effectivement. Et en même temps, ça fait de vous la cible de toutes les critiques possibles et imaginables. Vous devenez donc quasiment, à coup sûr, la personne la plus détestée du royaume. Vous voyez comme c'est compliqué. Alors... je vous raconte en 2 mots la maladie de Metz. Vous savez qu'en rentrant d'une campagne dans les Flandres, le roi se trouve à Metz, il tombe malade. Quand on apprend la nouvelle de cette maladie, on est donc en 1744, Madame d'Étiole, dont la passion pour le roi est une passion purement livresque pour l'instant, une passion de rêve, si je puis dire, cette passion s'amplifie d'un seul coup. Or, Louis XV renvoie sa maîtresse parce qu'il pense qu'il va mourir. Il renvoie Madame de Châteauroux. Malheureusement pour cette dernière, elle va elle-même tomber malade, elle meurt quelque temps plus tard, et donc la mort soudaine de Madame de Châteauroux fait retomber le roi dans ses démons, dans sa mélancolie. Vous savez que Louis XV est une personne qui est sujette à la neurasthénie. Alors est-ce que c'est pour consoler le roi qu'on précipite entre ses bras Madame d'Étiole, ou est-ce que c'est parce qu'on sait qu'il est libre et que la place est à prendre? Toujours est-il que depuis le décès de la maîtresse en titre, on sait que le cœur du roi est disponible. Alors, elle ne s'appelle pas encore Madame de Pompadour, Madame d'Étiole dispose à Versailles d'un certain nombre de relais, parce qu'encore une fois, vous aurez compris qu'elle est la petite chouchou, la petite protégée d'un groupe de financiers ultra puissants qui ont leurs entrées. Et notamment, il y a un bonhomme qui s'appelle Binet, le sieur Binet, un des premiers valets de chambre du dauphin, qui a un lien avec sa famille et donc avec ce petit groupe et qui va la faire entrer dans les intérieurs de Versailles. Elle est conviée à assister comme par hasard avec sa cousine à un bal paré chez mesdames. Le roi reconnaît la belle dame au phaéton de la forêt de Sénart, vous savez, et il semblerait qu'il lui donne un rendez-vous un peu moins officiel. On n'en est pas sûr de tout ça. Toujours est-il que le mémorialiste de la cour, le duc de Luynes, note dans son journal à la date du 8 février 1745, on prétend qu'il fut il y a quelques soirs, quand il dit il, c'est le roi, on prétend qu'il fut il y a quelques soirs à un bal en masque dans la ville de Versailles. Donc là, attention, c'est plus un bal officiel à la cour, c'est un bal populaire, si l'on peut dire, dans la ville. On a même tenu à cette occasion quelques propos soupçonnant qu'il pouvait y avoir quelques projets de galanterie, et on croit avoir remarqué qu'il dansa hier avec la même personne dont on avait déjà parlé. Ça, c'est une espèce de galimatia de la cour, mais vous comprenez que, en tout cas, la rumeur est en train de s'étendre. La personne dont on a parlé, j'ai pas besoin de vous la décrire. Et plus officiellement, c'est le mariage du dauphin Louis avec l'infante d'Espagne qui va donner lieu à des réjouissances extraordinaires et permettre à notre jeune héroïne d'approcher vraiment le roi, et cette fois en public. Le soir du 25 février 45, en l'honneur du mariage du dauphin avec Marie-Thérèse, Versailles est plus animé que jamais puisqu'on va y donner un grandiose bal masqué. Très important, c'est pas un bal paré officiel, c'est un bal masqué, c'est-à-dire qu'on arrive déguisé, littéralement, le visage couvert. On va appeler ça le bal des Ifs et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Alors, il y a eu soirée d'appartement, c'est-à-dire grande soirée où le roi et la reine se sont adonnés au jeu dans le salon de la paix. Le bal s'ouvre lui-même à minuit et l'on a vu depuis plusieurs heures des files et des files
files de carrosses encombraient toute la route entre Paris et Versailles, les avenues qui conduisent au château jusqu'à la place d'Armes. Il y a même des voitures qui ont été autorisées à entrer dans les cours. La foule élégante, masquée, pénètre dans les appartements royaux, soit par le salon d'Hercule, en passant par le grand escalier des ambassadeurs d'un côté, soit par la salle des gardes et l'œil de bœuf de l'autre. L'affluence est exceptionnelle. En effet, ce soir-là, aucun billet n'est exigé. Et pour une fois, l'accès est ouvert à tous, avec comme seule condition de posséder un joli déguisement. À l'arrivée de chaque groupe, une personne doit seulement se démasquer, donner son nom, on appelle ça le nom de compagnie, et l'huissier note le nom. Et puis c'est tout. Ce n'est qu'une forme pour la sûreté du roi, car tous les gens non connus prennent tel nom qu'il leur plaît, nous dit la chronique. Il y a eu grand concours de monde de Paris. Autrement dit, pour parler clair, tous les gens qui ont quelques moyens, qui peuvent s'habiller, etc., qui ont un beau carrosse, même s'ils ne font pas du tout partie de la cour, même s'ils ne sont même pas nobles, il suffit de se déguiser, on arrive, on donne le nom qu'on veut, et tout le monde participe à ce bal. Vous imaginez la cohue, évidemment, le flux des arrivants qu'on n'arrive pas à contenir. Or, Versailles, ce soir-là, a mis ses habits de magnificence. En arrivant au château, Madame d'Étiole, qui, si l'on en croit les témoins, est déguisée en Diane, est littéralement fascinée par les façades illuminées, les escaliers, les salons, la galerie, tout brille de mille feux. On a l'impression encore d'être au grand siècle. On a le sentiment que le château éclairé à Giorno sera littéralement le palais de toutes les rencontres, de toutes les licences peut-être. Cet après-midi, Franck Ferrand vous fait revivre le bal des Ifs comme si vous y étiez. Nous sommes en 1745 et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Vous pouvez poser vos questions à Franck Ferrand et ses invités jusqu'à 15h30. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, avec vous, nous faisons la fête et vous nous avez transportés en 1745 à Versailles, qui est devenu ce soir-là le plus beau château du monde, je crois qu'on peut le dire. Nous sommes au cœur du bal des Ifs. Alors tout le monde est arrivé. Quand je dis tout le monde, il y a vraiment une société très mélangée, comme on dit. Et par exemple, pour vous donner une anecdote, on voit la dauphine danser avec un beau cavalier qui parlait espagnol, etc. et qui a l'air de lui raconter des choses à l'oreille. Elle rit à gorge déployée. C'est formidable. On se dit, mais qui est ce monsieur, qui est cet Espagnol qui ose danser avec la dauphine de France? Vous imaginez? Faut vous imaginer qu'on est dans une société hyper hiérarchisée. Tout ça aujourd'hui nous paraît presque rigolo et normal. À l'époque, il y a des codes une princesse, la dauphine de France, seuls de très très hauts personnages, quelques-uns, on les compte sur les doigts d'une main en Europe, peuvent danser avec elle. Et donc on se dit, mais qui est-ce? C'est le cuisinier du comte de Tessé qui s'était déguisé, vous voyez. Donc ça fait un peu. Et la princesse de Conti arrive, elle veut s'asseoir. D'habitude, dès qu'une princesse arrive, hop, tout le monde se lève pour. Et là, personne, tout le monde reste assis, tout le monde continue sa discussion. Et elle rentre chez elle en disant, il faut qu'on soit ici de bien mauvaise compagnie. Un peu pincé quand même. Alors, tout le monde n'a qu'une idée, c'est de voir le roi, bien sûr. Sauf que le roi n'arrive pas. Toutes les beautés de la ville se sont rassemblées ce jour-là pour conquérir ce jeune souverain couvert de gloire, raconte Pierre de Nolac, souverain dont le cœur est libre et qui est le plus bel homme de son royaume. La foule des prétendantes est infinie, dit l'abbé de Bernis, qui voit leur manège et qui connaît la plupart d'entre elles. Il mentionne même le succès d'une jeune fille extrêmement belle, dont les parents sont de ses amis. Un chroniqueur plus indiscret cite une présidente libertine, évidemment Madame Portail, qui se laisse emmener dans les petits appartements par un nif qu'elle a pris pour le roi. Et oui, car le bruit a couru que le roi et quelques-uns de ses amis sont déguisés en nif du parc. En nif, oui, en arbre, c'est-à-dire qu'ils sont habillés en arbre avec le lif taillé, vous savez, avec la boule pour faire la tête, des petits trous pour faire les yeux, etc. Donc, on essaie de s'approcher des ifs, mais encore faut-il savoir lequel est le bon, bien entendu. Celle qui le saura, c'est Madame d'Étiole. En tout cas, c'est ce que nous dit la gravure de Cochin, célèbre gravure qui représente toute la galerie des glaces occupée par ce bal des Ifs, gravure colorée absolument magnifique. Et l'on voit au milieu de la gravure une petite jeune femme magnifique qui est en train de parler à l'oreille d'un If. Tout le monde aura reconnu, bien sûr, Madame d'Étiole. Alors, quelques jours après ce bal des Ifs, la ville de Paris donne à son tour un grand bal en l'honneur
l'heure du mariage du dauphin, bal à l'hôtel de ville, de nouveau foule considérable, et l'on dit que le roi va venir, qu'il viendra incognito, et pour plus de sécurité, il entrera par la petite porte du passage voûté de la rue du Martroi. Alors Madame d'Étiolles, qui a reçu une invitation comme par hasard pour ce nouveau bal, se poste dès minuit sous ses arcades et elle attend l'arrivée de son bien-aimé, si je puis dire, avec impatience, avec nervosité. Et il y a la foule, les gens qui entrent et qui sortent et qui la bousculent, la pauvre malheureuse. Le roi n'arrivera qu'à 3h du matin passé. Ce soir-là, Louis XV est sorti du château de Versailles en domino noir. Donc, vous voyez, il a mis, lui aussi, cette espèce d'étoffe qu'on se met qui vous enveloppe complètement et qui vous cache pour aller au bal. Il est avec le duc d'Ayen, le capitaine de ses gardes et quelques intimes. Il est allé danser dans un bal public à côté du château, bal du Petit Écu, avec l'intention de passer un peu de temps jusqu'au moment où le dauphin aurait quitté l'hôtel de ville, parce que si le roi arrive en même temps que le dauphin, il va y avoir forcément du protocole, etc. Là, il veut arriver tranquille, il évite la foule, c'est la raison pour laquelle il s'est fait d'abord arrêter au bal de l'Opéra, et il n'est arrivé donc qu'à 3h du matin au bal de l'hôtel de ville, où, semble-t-il, Madame d'Étiolles était passablement irritée, fatiguée. Elle dit tout de suite au roi qu'elle préfère se retirer, et Louis XV propose de la raccompagner. Madame d'Étiolles monte donc dans le carrosse. Quand je dis le carrosse, c'est même pas un carrosse. Le duc d'Ayen a loué un fiacre pour Louis XV, toujours des raisons d'incognito, bien entendu. Et voilà le petit fiacre parti dans des rues encombrées, entre l'hôtel de ville et la rue Croix des Petits Champs. On arrête plusieurs fois la voiture. Faut vous dire que la ville est en émoi, hein, c'est la grande fête ce soir-là. Le roi dit au duc d'Ayen, donnez donc un louis, parce qu'il y a quelqu'un qui refuse le passage. Mais le duc lui répond, votre majesté doit s'en garder, la police sera instruite et elle saura demain où nous sommes allés. En fait, vous pensez bien que tout le monde sait exactement où est allé le roi, qui raccompagnera donc la belle Madame d'Étiolles chez sa mère, avant de rentrer tranquillement à Versailles à 8h30 du matin. Que s'est-il passé dans le petit fiacre du roi, dans les encombrements de Paris? Vous pouvez l'imaginer. En tout cas, de la vie à peu près générale, on date de cette nuit-là. La liaison entre Louis XV et Madame de Pompadour, cela va durer 20 ans. Bonjour Patricia Bouchenaud-Deschamps, merci d'être avec nous. Nous allons avec vous évoquer non seulement ce grand bal de Louis XV, mais ceux de la cour de Louis XIV et de la cour de Louis XVI. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, grâce à vous et grâce à votre invité, nous sommes au cœur des fêtes et divertissements à Versailles. Vous nous avez fait revivre le bal des Ifs, mais il va y en avoir d'autres que vous allez nous raconter avec Patricia Bouchenaud-Deschamps, qui est chercheure associée au Centre de recherche du Château de Versailles et au laboratoire de l'École d'architecture de Versailles. Elle est aussi l'auteur, entre autres, des Plaisirs de Versailles avec Philippe Beaussan, paru chez Fayard. Et vous la regardiez, Anissa, pendant l'interruption, là, cette extraordinaire gravure de Nicolas Cochin, immense gravure, qui est une sorte de panorama, en fait, disons les choses, et qui sert de couverture au très beau livre tiré de l'exposition par le Château de Versailles, en coédition avec Gallimard, qui s'appelle Fêtes et divertissements à la cour. C'est le titre de l'exposition, et c'est l'affiche aussi. Alors, évidemment, sur l'affiche, on a bleui la gravure, on a fait des effets de lumière et de couleur, elle est bleue et jaune, mais on voit bien Madame d'Étiolles parler à un IF. Voilà, etc. Elle s'est approchée de l'IF. Alors, Patricia Bouchenaud-Deschamps, il faut que nos auditeurs sachent que vous avez, il y a 20 ans, collaboré à un livre qui a marqué son temps, qui s'appelle Les Plaisirs de Versailles. C'était édité chez Fayard, donc en 96. Et l'auteur principal de cet ouvrage, c'est un monsieur qui nous manque beaucoup. C'était l'académicien Philippe Beaussan, en fait. Voilà, qui a disparu il y a un peu moins d'un an. Et ça a été 3 années de collaboration pour un plaisir immense, parce que c'était un homme qui connaissait de manière à la fois aussi intuitive que personnelle ces trois règnes qui font que du coup on a eu un immense plaisir à écrire cette histoire du théâtre et la musique à Versailles au XVIIe et Philippe Beaussan siècle. Est musicologue, musicologue par définition. Il était à l'origine du centre de musique baroque de Versailles, mais au-delà de la musique, il avait le sens des réjouissances royales, en fait. Exactement, et la danse. Il était un passionné de danse, puisqu'il avait recréé tous ces ballets de
manière absolument extraordinaire. Et donc du coup, c'est une très belle histoire de voir que cette grande exposition sur les fêtes et divertissements a enfin lieu 20 ans après la publication de ce livre, qui était à la fois une histoire, un répertoire et une grande promenade à travers tous ces lieux où à Versailles on a eu des moments de musique et des spectacles et des balles et des fêtes. Ça a été non-stop et dans tous les endroits, aussi bien à l'intérieur du château que dans tous les bâtiments, toutes les constructions pérennes ou éphémères, et évidemment les jardins. On a beaucoup parlé du bal des Ifs pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'il porte ce nom étrange et que ça amuse tout le monde d'imaginer Louis XV déguisé en If. Alors on en a la trace sur la gravure de Cochin. La deuxième raison, c'est la gravure elle-même, qui est sans doute le document le plus célèbre des arts graphiques du XVIIIe siècle. Donc évidemment, ce bal des Ifs a été immortalisé par Cochin. Et puis la troisième raison, c'est que on dit, même si j'ai essayé de redresser un peu les choses, là vous avez vu, mais on dit que c'est là que Louis XV a rencontré Madame de Pompadour. C'est pas vrai, ils se connaissaient déjà depuis 18 mois, mais c'est là que leur liaison a éclaté au grand jour, en fait. Ou en tout cas à la lumière des candélabres. Exactement. Donc ce sont 3 raisons pour lesquelles le bal des Ifs, c'est un moment clé, en fait, dans l'histoire des spectacles. Et c'est un moment clé qui est un clin d'œil, qui à la fois nous raconte le passé, puisque un If, c'est avant tout, je dirais presque l'emblème. Hommage à le nôtre, à votre cher le nôtre. Et à notre cher le nôtre, c'est l'emblème de ces jardins, avec toutes ces taupières. Ce sont ces arbustes qui sont taillés et donc qui nous donnent ce costume extraordinaire, puisque nous avions 8 ifs qui ont donc été au cœur de toutes les attractions, parce qu'il faut quand même imaginer. On dit qu'ils ont failli mourir d'asphyxie parce que évidemment la foule se rapprochait. Une foule immense, parce que de toutes les manières, Versailles était ouvert à tout le monde, aussi bien pour le quotidien que pour les grandes fêtes. Donc ça, c'est quelque chose de très très important qu'on n'imagine pas de nos jours. On n'imagine pas aujourd'hui pouvoir aller à l'Élysée, voilà, pour peu qu'on soit bien habillé et qu'on puisse rentrer. Donc ce qui serait quand même vraiment dans une démocratie, ce qui serait le plus ordinaire. Il y aurait peut-être trop de monde aujourd'hui. Il y aurait peut-être trop de monde, mais déjà à l'époque, il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou, on s'entasse de partout. Et vous parlez de la gravure, et on voit sur la gravure tous ceux qui regardent le bal. Il y a ceux qui peuvent participer, mais on avait aussi bourré les gradins de spectateurs. Donc c'est une fête à tous les sens du terme. Ceux qui participent et dansent, ceux qui sont là et qui voient. Et donc c'est vraiment ce spectacle d'une société théâtre qui se regarde, qui participe et qui joue. Il y a plusieurs aspects qui, pour nous aujourd'hui, ont perdu de leur force. La première, c'est qu'on éclairait, comme on dit, à giorno. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que là, on est en février, c'est-à-dire au moment où les nuits sont très longues. Tous les bals quasiment ont lieu au moment du carnaval d'ailleurs. Hein. Oui, absolument. Alors que d'habitude il fait nuit, littéralement. Quand vous êtes chez vous, vous avez si vous êtes quelqu'un d'un peu fortuné, vous avez quelques bougies dans des chandeliers, mais enfin il fait quand même globalement nuit. Et bien là, vous arrivez dans un lieu qui en pleine nuit est éclairé quasiment. Tout est très relatif, mais en tout cas qui est très éclairé. Ça, c'est la première chose. C'est intéressant ce que vous dites, parce que non seulement le château est éclairé, mais les soirs de grandes représentations comme celle-là, que ça soit un grand bal ou un carrousel ou une représentation dans les grandes écuries ou ailleurs, ou plus tard à Versailles quand ce sera au Théâtre Montansier, quand il y a succès, eh bien tout est éclairé et c'est une véritable illumination de Paris à Versailles. Incroyable. Tous ces carrosses, ils sont éclairés et qui forment une trace de lumière entre les deux grandes villes, les deux capitales. On ne sait plus qui est qui et elles ne font plus qu'un finalement dans cette organisation des plaisirs. La deuxième chose, ce sont les parures. On a oublié aujourd'hui que toute la haute noblesse qui entoure le roi à la cour possède évidemment des pierres, des diamants, toutes sortes de pierreries, et que pour les grandes fêtes, alors il y a des mesures de sécurité, c'est-à-dire qu'on arrime très solidement les pierres pour que les gens ne les arrachent pas, mais en tout cas, pour les grandes fêtes, les seigneurs et les dames sont littéralement comme des sapins de Noël. Ils étincellent dans tous les sens. Et rien que ça, pour l'époque, c'est un spectacle éblouissant. Oui, et c'est une des raisons pour lesquelles on se précipite dans ces fêtes, c'est pour voir les pierreries, bien sûr. Et puis la troisième raison, c'est la musique. Et là, Philippe Beaussin, évidemment, avait beau jeu. C'est que dans un monde qui est plus ou moins harmonieux, là, d'un seul coup, vous avez cette musique. Nous sommes habitués, nous, à entendre de la musique partout. Et même, absolument. Le luxe maintenant dans une brasserie ou un restaurant, c'est de ne pas avoir de musique. Mais à l'époque, c'est l'inverse. Vous arrivez quelque part et là, vous avez ces violons qui jouent. Cette musique, ça devait être magique.
C'est magique et en plus ça correspond à un développement qui sur un siècle va être considérable, comme le racontera Voltaire. Sous Louis XIV, il y en avait un qui jouait de la musique, il y en a 1000 sous Louis XVI. C'est donc une explosion de la musique et les souverains vont jouer un rôle considérable. D'abord Louis XIV, puis sous Louis XV. Alors c'est un peu paradoxal parce que en fait la musique va glisser progressivement du règne des hommes, des souverains, Louis XIII, de manière intime mais de manière extrêmement réelle, parce qu'il faut quand même imaginer un Louis XIII qui dirigeait la musique au siège de la Rochelle. Il est là, il n'a pas sous la main ce qu'il faut pour diriger la musique. C'est lui qui va jouer le maître de chapelle. Donc c'est quand même assez extraordinaire. C'est lui qui joue des instruments quand il vient à Versailles en intimité. Il faut quand même se dire qu'il vient pendant 25 ans à Versailles, bien sûr chassé, mais ses journées résidaient entre hommes parce que la présence des femmes aurait gâté le plaisir. C'était une petite thébaïde. Hein. On est vraiment une petite thébaïde, mais tout le monde joue de la musique. Et ensuite sous Louis XIV, alors là c'est une grande révolution. Là, sous Louis XIV, on y vient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. France. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire des bals et des différentes fêtes à Versailles. J'espère que vous êtes parés, vous aussi, à vous amuser. Avec Franck Ferrand et son invité, Patricia Bouchenaud-Deschamps. On revient sur l'histoire de ces fameux bals avec l'un des plus importants, le bal des Ifs que vous nous avez raconté, Franck. Oui, alors ce bal des Ifs, d'ailleurs, nous disions qu'on n'a pas pu danser au bal des Ifs tellement il y avait de monde. Bien entendu, je sais que ces très grands bals, lorsqu'ils étaient ouverts comme ça, ne donnaient pas vraiment lieu à des danses puisqu'il y avait trop de monde, tout simplement. Donc on s'écrasait, on se montait littéralement sur les pieds. Je ne sais plus quel commentateur nous dit qu'on aurait pu d'ailleurs aller d'un bout à l'autre du grand appartement sans mettre un pied par terre. Hein, transporté par la foule. Vous imaginez comme c'est incroyable. Alors, ça c'était sous Louis XV. Revenons, si vous voulez bien, un petit siècle en arrière, sous le règne de l'arrière-grand-père de Louis XV, celui qui a fixé la cour à Versailles. Mais avant de fixer la cour à Versailles, il avait fait de ce château un lieu de divertissement, de réjouissance et de fête, Patricia. Absolument. On est sous Louis XIV véritablement, d'abord sur une période extrêmement longue, hein, parce que là on va parler de 55 années à Versailles. Donc entre le début du règne et la fin du règne, on ne va pas parler de la même chose. Hein. On va parler. Le début du règne, c'est une période de réjouissance absolument extraordinaire. Et il y a, je crois, quelque chose qu'il faut bien que l'on ait en tête. On en parlait un petit peu tout à l'heure pour le bal des Ifs, sur cette présence du public. Louis XIV lui-même va bien préciser dans les mémoires qu'il rédige pour servir à l'instruction du dauphin. Il précise bien que les divertissements publics ne sont pas tant les nôtres que ceux de notre cour et de tous nos peuples. Et c'est quelque chose d'important à comprendre parce que on parle toujours des grandes fêtes de Louis XIV en pensant aux 3 grandes fêtes, 1664, 1668, 1674. Alors, oui, certes, il y a eu 3 grandes fêtes, mais énormément de divertissements organisés. Mais ces 3 grandes fêtes ont été publiées, imprimées, distribuées dans toute l'Europe et ont fasciné toute l'Europe, sans parler des autres fêtes qui étaient les carousels, qui sont les héritiers de ces grandes joutes qui existaient depuis le Moyen-Âge et qui permettent aux uns et aux autres de mesurer leur adresse et de faire assaut d'élégance avec des costumes mais absolument hallucinants sous Louis XIV. Là, on a les dessins de Gisset, de Bérain, etc. qui nous donnent la somptuosité de ce qui est préparé. Et bien tout évidemment, ça, c'est de la parade, on est dans la parade et une parade qui fascine ce public et tous ces peuples. Et on vient de l'étranger pour voir tout cela. Et c'est tellement important pour Louis XIV qu'on a en mémoire les grands carousels donnés. Les 2 grands carousels donnés à la Grande Écurie et un prince comme le futur Jean-Georges IV de Saxe, par exemple, qui vient pour faire son grand tour d'Europe et se former et donc connaître la danse, etc., va retarder son départ en Saxe pour assister à ce grand carrousel qui va tellement le marquer qu'ensuite on refera la même chose en Saxe. Alors ça, ce sont les grands événements, mais il y a qui sont réussis, mais il y a des événements ratés. Et ça, on en parle moins. Et moi, j'ai envie d'évoquer un carrousel qui a été un vrai fiasco, parce qu'on n'en parle jamais de ça. C'est un carrousel qui a eu lieu en février 1667. Et là, on a le témoignage
de l'envoyé de Savoie qui raconte ce carrousel préparé pour Versailles sur 2 journées. On a fait venir de la viande, etc. pour nourrir tout le public que l'on attend. Et il y a tellement peu de monde que le roi, absolument furieux, décide d'interrompre les festivités au premier soir et on arrête tout et tout le monde rentre chez soi. On dit que le roi est fâché de ce que les Parisiens n'y ont pas été. Mais comme il fallait faire de la dépense pour y aller en masque, oui, il faut un petit peu paraître, eh bien, il y a peu de personnes qui puissent en faire beaucoup. Alors, est-ce qu'en plus il faisait mauvais? Je n'en sais rien. Mais voilà, le carrousel est annulé au premier soir parce que la foule n'est pas venue. Certes, il y avait des princes étrangers qui sont là, mais c'est pas ce qui intéresse le roi. Il faut qu'il y ait cette foule. Alors il y a eu les grands divertissements, d'abord les plaisirs de l'île enchantée, oui. 1664, 1664 sur une journée. Grand divertissement royal quelques années plus tard, etc. Donc ça, ce sont les grandes fêtes. Et puis les balles, bien entendu. Ce qu'il faut dire, c'est que à partir du moment où la cour s'installe vraiment à Versailles... Pardon, une journée en 1668, une semaine sur 64. On est sur des fêtes immenses. Et à partir du moment où la cour s'installe au tout début des années 1680, les balles vont devenir beaucoup plus, comment dire, ce ne sont plus des événements aussi extraordinaires. Le roi commence à vieillir, Madame de Maintenon est là qui veille au grain, puis le roi petit à petit va vieillir, même je dirais de plus en plus. N'oublions pas qu'à partir de 1685-86, il va vivre essentiellement à Marly, ce qu'on a tendance à oublier, donc il est moins présent à Versailles. Alors en plus, on n'a pas de salle de bal à Versailles. Donc dans la pratique, soit on danse dans la Galerie des Glaces et il fait un froid de canard. Alors je parle pas pour les petits bals qui eux ont lieu dans le salon les soirées d'appartement qui sont extrêmement réglées, codifiées et qui permettent pendant toute la semaine, voilà, exactement. Ça, c'est dans le salon de Mars. Mais dès qu'il y a un grand bal, il faut qu'il ait lieu dans la Galerie des Glaces, qui n'a pas de cheminée. Il fait un froid, parce que, évidemment, les bals ayant lieu au moment du carnaval, il fait toujours très froid. Il va falloir attendre l'extrême fin du règne pour qu'on fasse cette grande salle qui s'appelle le Salon d'Hercule, où là, on peut enfin danser sans avoir trop froid. Alors, il y avait des possibilités de danser quand même à la cour, ailleurs que dans la Galerie des Glaces. C'était tout simplement dans le théâtre dit de la cour des Princes, puisque c'était une salle de spectacle, mais on relevait le plancher et du coup, ça pouvait être transformé là pour pouvoir danser. Et donc là, il y avait également le bal de manière plus fréquente que, effectivement, comme vous le dites, dans cette Galerie des Glaces qui est un chauffard. Et puis un petit peu plus tard, on va organiser beaucoup de réjouissances et de bals également au manège. Et d'ailleurs, le grand bal paré pour le 2e mariage du dauphin, puisque finalement le dauphin va se remarier très vite après ce bal des Ifs. Le 2e grand bal a lieu au manège, lui. Voilà, avec le bal pour Marie-Joseph de Saxe. C'est-à-dire, on est de l'autre côté de la place d'Armes, la grande écurie, dans le manège où ont lieu pas mal de festivités. Exactement. Alors, peut-être un mot, Patricia, mais on va y venir juste après, sur la hiérarchie des bals. C'est-à-dire que nous, quand nous parlons de bals, nous disons que, d'ailleurs, même dans les très grands bals très mondains, parisiens, on danse très vite un peu tout et n'importe quoi. On fait la fête. À la limite, on danse une valse de Vienne pour commencer, pour faire bien, et puis très vite, ça devient, autre chose. À l'époque, c'est pas du tout le cas. Non, tout ça est codifié, régi, et nous allons voir dans quelle proportion dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. D'alcool. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur des bals, des fêtes et des divertissements au château de Versailles avec votre invité Franck Ferrand, Patricia Bouchenaud-Deschamps. D'ailleurs, nous irons nous balader tout à l'heure au château de Versailles de 15h à 15h30. Si vous avez visité ce magnifique château, vous pouvez poster vos photos ou tout simplement nous mettre en message vos souvenirs de cette visite. On en parlera. Nous visiterons l'exposition Fêtes et divertissements à la cour au bras de Béatrix Saul. Donc on va entrer dans cette exposition où il n'est pas seulement question de bal. Vous allez voir, on parle aussi de chasse, on parle aussi de promenade, etc. et de concerts et de théâtre, fondamental de théâtre. Bref, les grands bals, puisque nous y sommes encore avec Patricia, on n'a pas envie de quitter le bal aussi vite que ça. Oui, Franck adore ça. Il faut dire que les bals de cour étaient très codifiés. Je ne parle pas des bals masqués comme celui dont nous parlions là au bal des Ifs, mais les bals de cour, les bals qui ont lieu les soirs d'appartement, sont extrêmement régis, codifiés. On appelle ça des bals
bal paré, ça obéit à un certain nombre de règles. Les princes et les princesses dansent dans un certain ordre qui est celui du protocole. On respecte une certaine succession d'airs et de danse et de contredanse avec des pas très précis, avec un port de tête codifié. C'est-à-dire c'est codifié sur le plan des usages, de l'étiquette, qui danse avec qui, et c'est codifié sur le plan de la chorégraphie avec cette création vraiment de la volonté de Louis XIV, qui est l'Académie royale de danse, une des premières actions de Louis XIV quand il prend le pouvoir. Et disons bien que cette codification rend les choses assez pesantes, et qu'aller au bal à la cour est un peu une corvée. Et d'ailleurs, on se rappelle ce que Louis XIV va dire à sa belle-fille un jour où, étant enceinte et très avancée dans sa grossesse, elle demande à être excusée parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas danser, que c'est très compliqué. Et le roi l'attend en lui disant: ma fille, nous ne sommes point comme des particuliers. Vous devons, voilà, c'est ça, tout entier à notre public. C'est incroyable, hein. Et donc, absolument. Ce n'est pas seulement une partie de plaisir, bien entendu. Et d'ailleurs, quand les étrangers viennent à Paris pour être reçus à la cour, ils prennent un temps où ils restent à Paris pour non seulement faire les costumes nécessaires pour paraître, mais surtout pour prendre ces cours à la fois de conversation, mais surtout de danse, pour pouvoir paraître sans être ridicule. Alors, il y a 3 personnalités qui jouent un rôle essentiel dans tous ces bals et dans ces réjouissances. C'est le patron des menus plaisirs, c'est le directeur des bâtiments du roi, qui est censé faire les aménagements pour la cour. Absolument. Et puis c'est, ne l'oublions jamais, le premier gentilhomme de la chambre. Alors, il sert par quartier, c'est un grand seigneur, il se relaie tous les 3 mois, mais celui qui est de quartier en février est celui qui est le plus important, parce que c'est celui qui organise les bals. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est très rémunérateur comme activité, il faut le dire, hein, Patricia. Absolument. Et donc ça, c'est une hiérarchie qui est extrêmement bien structurée au sein de la maison du roi. Et on a donc ce département qu'on appelle l'administration des menus plaisirs. Alors, on a l'impression que c'est une frivolité, alors qu'il faut bien se garder de cela, parce que c'est véritablement un département qui ressemble un peu à une immense malle au trésor dans laquelle on puise pour permettre au souverain et à toute la famille royale de paraître en tant que tel. Donc ça va de l'organisation du quotidien, hein, donc la vaisselle à la table, etc., jusqu'aux fêtes les plus extraordinaires. Alors dans le cadre de nos fêtes qui nous intéressent, il y a effectivement une administration, les menus plaisirs, qui doit travailler, comme vous le dites très justement, avec celle des bâtiments. Mais suivant les règnes, eh bien l'un va l'emporter sur l'autre, et la collaboration se fera de manière plus ou moins aisée. D'autant plus que vous avez des souverains ou des personnalités qui s'immiscent dans cette action. Alors, évidemment, Louis XIV suit les choses de près. Ensuite, nous aurons Madame de Pompadour qui va suivre les choses également de très près. Nous avons surtout Marie-Antoinette. Alors là, Marie-Antoinette, elle va littéralement bouleverser les organisations de manière tellement brutale et tellement forte qu'elle va créer des révolutions au sein même des menus plaisirs et se mettre à dos également d'autres personnes. Donc elle va à la fois... La dernière des grandes réjouissances du règne de Louis XV, c'est en 1770, le mariage du petit-fils du roi avec l'archiduchesse d'Autriche Marie-Antoinette. Voilà. D'ailleurs, on dit que Louis XV, voyant les extraordinaires illuminations, les feux d'artifice, etc., depuis un des balcons, demande à son contrôleur général des finances: eh bien, que pensez-vous de... Comment les trouvez-vous, mes fêtes? Et le contrôleur... Impayable, sire. Impayable, sire. Tout ça coûtait affreusement cher. Affreusement cher. Et il faut savoir que cette magnifique salle de l'opéra que nous connaissons aujourd'hui a été, en quelque sorte, créée pour faire des économies, parce que le pauvre Louis XV devait non seulement marier le futur Louis XVI, mais également le comte de Provence et le comte d'Artois. Il a 3 mariages à organiser, et à chaque fois créer des constructions éphémères dans les écuries, etc. Ça coûte très cher. Grande salle d'opéra. D'où il faut enfin faire cette salle qui avait été voulue par Louis XIV et qui, en raison des guerres, n'a jamais été créée. Donc, entre-temps, le provisoire avait duré. On avait créé des salles de spectacle un peu partout. Et enfin, celle-ci, avec cette énorme réception donnée pour Marie-Antoinette. Alors ça, ce sont les réceptions officielles de la cour. Mais il y a de plus en plus, à mesure qu'avance le règne de Louis XVI, des fêtes que la reine donne
pour son cercle. Et ça fait beaucoup jaser, bien entendu. Alors, peut-être juste un mot quand même pour Marie-Antoinette, sur le rôle de Marie-Antoinette en matière de fête. Il ne faut pas oublier que Louis XVI, vous parliez des maîtresses royales et du fait qu'elles étaient la cible de tout le monde, mais elles avaient quand même elles jouaient un rôle de fusible et protégeaient la reine. Louis XVI, à peine roi, donc on est en 1774, prend 2 mesures qui vont être fatales. La première, c'est de donner le Trianon à Marie-Antoinette, donc résidence de maîtresse, et la seconde, de lui confier l'organisation de tous les spectacles de la cour. Et là, on comprend mieux le rôle de Marie-Antoinette et tout ce qu'elle va faire. Et vous avez employé le mot spectacle, car il n'y a pas seulement des bals, bien entendu. Nous allons venir dans un instant au théâtre, à l'opéra, à toutes ces réjouissances de cour qui sont le cœur même de l'exposition du château de Versailles. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes encore avec Franck Ferrand jusqu'à 15h30 et nous avons garé la Ferrand Mobile devant le château de Versailles. Elle a de la chance, cette Ferrand Mobile. Oui, elle envoie des beaux endroits. Elle roule pas tellement, mais elle voit quelques-uns des plus beaux endroits de France. Et aujourd'hui, donc, c'est le château de Versailles qui est à l'honneur. Grâce à cette exposition Fêtes et divertissements à la cour, au château de Versailles, à voir jusqu'au 26 mars. Et justement, nous allons faire le point sur tout ce qui se passait au château de Versailles, qui était la résidence des rois de France, mais là où on savait s'amuser aussi avec vos invités, Franck, Patricia Bouchenaud-Deschamps, et puis Béatrix Saul qui vient de nous rejoindre. Elle est commissaire de l'exposition Fêtes et divertissements à la cour. Et oui, et Béatrix Saul, pendant 40 années, a été l'ange gardien de Versailles, dont elle dirigeait le musée depuis 2009, fondatrice du centre de recherche du château de Versailles, conservateur général du patrimoine. Elle est donc commissaire de cette exposition. Je suis très heureux de vous recevoir, chère Béatrix. Vous êtes un peu moins occupée que vous ne l'étiez il y a encore quelques semaines. Oh oui, je goûte le temps que je peux avoir. On peut dire que tout de même une responsabilité assez lourde. C'est une responsabilité. Il faut dire un mot. Nous sortons juste de l'émission là une seconde, mais il faut dire ce que c'est que le château de Versailles en termes de personnel. C'est une très grosse et grande maison, bien entendu. Oui, maintenant nous sommes à peu près 1000. Mais oui. Et c'est aussi une responsabilité patrimoniale quotidienne, une responsabilité aussi de millions de visiteurs. Donc tout ceci pèse et je dois dire que lorsqu'on prend sa retraite et qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup réalisé, on goûte le temps qui passe et on le savoure. Eh bien voilà, écoutez, venez le savourer avec nous le plus souvent possible, nous sommes ravis. Nous parlions avec Patricia depuis tout à l'heure des bals essentiellement et ce qu'on appelle les grandes réjouissances royales. Nous allons évoquer tous les autres aspects aussi qui figurent au cœur de cette exposition, à commencer par la chasse et la promenade. Car l'un des divertissements favoris de ces rois bourbons qui ont habité successivement le château de Versailles, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, pour ne pas parler de Louis XIII qui était là, lui, dans les prémices, leur divertissement favori, c'est la chasse, ne l'oublions jamais. Versailles est né de la chasse et comme vous le disiez, les 3 Bourbons sont passionnés de chasse et Louis XV plus encore que Louis XIV et plus encore que Louis XVI qui l'était également. Les veneurs d'aujourd'hui disent que la chasse n'ont jamais connu une telle ampleur que sous Louis XV. Une chasse mobilisait des centaines de chevaux, des centaines de chiens et des centaines de suiveurs. Lorsque l'on lit les itinéraires qui étaient couverts en une après-midi, on est ahuri de la... Oui, c'était des kilomètres trajets et des gigantesques. Trajets gigantesques. Incroyable. On est aussi ahuri des tableaux de chasse. C'est des carnages. Mais lorsque c'est de la chasse au tir, on a 1500 faisans et ou lièvres tirés dans une après-midi. Et que faisait-on de tout ce gibier ? Il est redistribué. Il est distribué et c'est le système des revenants bons sur lequel la cour de Versailles vivait largement, c'est-à-dire ces avantages en nature qui étaient distribués. On se servait en quelque sorte sur le... Beaucoup avaient un très petit salaire, si ce n'est un salaire
symbolique, mais en revanche, il y avait les profits. Comme il y avait les profits des restes des bougies, il y avait les profits aussi de tout le gibier. Voilà, c'est un recyclage, en fait. Oui. Évidemment, le domaine de Versailles avait été conçu pour la chasse et aussi, ne l'oublions pas, pour la promenade. Il y a ce qu'on appelle, au milieu du grand parc de Versailles, dont l'enceinte fait plus de 40 de nos kilomètres, il y avait le petit parc, c'est-à-dire des jardins que vous connaissez par cœur, Patricia Bouchenaud-Deschamps, puisque c'était des jardins conçus par le bonhomme Le Nôtre, évidemment. Et au cœur de ces jardins, on utilisait, on se promenait. Hein, la promenade faisait partie des divertissements. Absolument, et c'était sur le divertissement le plus courant, celui qui était pratiqué quotidiennement, quel que soit le règne, mais pas tout particulièrement, effectivement, sous le règne de Louis XIV, avec une fonction tout à fait double, à la fois un divertissement extrêmement plaisant et un honneur de cour. Et c'est d'où l'aspect qui rend... un honneur de cour, c'est-à-dire qu'il fallait avoir la chance de pouvoir partager la promenade du roi, bien entendu. Absolument. De même, c'était un honneur aussi important que celui d'assister au repas du roi, et même de Sévigné disait très joliment ne pas pouvoir en être, quelle misère. C'est vraiment le fin du fin de ces plaisirs. Vers la fin du règne, Louis XIV passe beaucoup de temps à Marly, évidemment. Il marche un peu moins bien dans les dernières années, mais il a ce qu'on appelle sa roulette. Racontez-nous ça, Béatrice. Oui, il s'est fait faire une petite chaise roulante, et d'ailleurs dans le parc de Versailles, on voit encore tous les plans inclinés qui permettaient justement au roi de se promener. Et Saint-Simon raconte d'ailleurs qu'un jour, il a failli verser et un des Suisses l'a rattrapé de justesse. Et c'était une bonne affaire pour le Suisse parce qu'il a été ensuite bien récompensé. Mais ce que nous avons voulu faire dans cette exposition, c'est montrer surtout le quotidien. Parce que l'originalité des divertissements à Versailles, c'est que c'est une institution avec une régularité, avec une organisation qui est dédiée à des divertissements qui sont tous les jours de 6h à 10h du soir. On peut rester en société, ce qui est tout à fait nouveau. Parce que s'il y avait des soirées où chez un tel ou chez un tel, on avait une soirée extraordinaire avec toutes les bougies, en revanche, à la cour de Versailles, on peut être tous les jours en société. Dans la société du roi. Oui. Dans la société du roi et en société tout court. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne se couche pas comme une poule, on peut rester tard. Avec cet éclairage dont je parlais pour commencer l'émission, qui faisait toute la différence, bien entendu. C'est-à-dire que on avait des enfilades de salons qui étaient éclairées. Alors, vous aviez, à l'occasion de l'exposition Mobilier d'argent, tenté une recréation de l'éclairage de l'époque. On était assez surpris de voir que c'est quand même pas non plus un éclairage à Giorno. Hein, c'est pas un éclairage à Giorno, mais pour l'époque, c'était extraordinaire de pouvoir être tant de temps, pendant 4 heures, être justement éclairé par des bougies. Et les bougies qui, à ce moment-là, coûtaient follement cher. Et donc, c'était 3 fois par semaine les soirées d'appartement et 3 fois par semaine la comédie. Autrement dit, tous les soirs étaient pris par des divertissements. Il fallait occuper la cour. Occuper les courtisans qui étaient sans charge. Bien entendu. Parce que que guettait l'ennui. Ceux qui avaient leur charge, eux étaient occupés. Évidemment. Nous allons revenir sur tout ça et entrer justement à la comédie. Nous allons suivre, je sais pas, la princesse Palatine dans une de ses distractions favorites. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et aujourd'hui, 2 invités, Franck Ferrand, à vos côtés, Patricia Bouchenaud-Deschamps et Béatrix Saul, qui est commissaire de l'exposition Fêtes et divertissements à la cour, à voir jusqu'au 26 mars au château de Versailles. Et vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Vous le savez, vous pouvez le faire chaque jour jusqu'à 15h30. Hubert nous dit sur Twitter avec le hashtag ACDH, à Versailles, j'adore, j'y suis allé 6 fois visiter ce magnifique château. Il ne faut pas rester sur ce drôle de nombre, il faut au moins y aller une 7e. Il faut y aller une 7e fois et il dit mon endroit préféré reste les jardins. Mais oui, bien sûr, extraordinaire jardin de Versailles. Ça n'est pas Patricia qui dira le contraire. Je vous invite à feuilleter le très beau catalogue de l'exposition, hein, coédité par Gallimard et le château de Versailles. Alors, nous avons évoqué les balles, les mascarades, les promenades en plein air. Nous allons dans un instant entrer à la comédie. On va parler de théâtre, de musique aussi. Tout à l'heure, nous parlerons des jeux. Il ne faut pas oublier que le jeu jouait un rôle absolument essentiel à la cour. Un mot de la scénographie de cette exposition.
comme toujours, j'allais dire, vous êtes devenu un véritable maître en la matière, Béatrix Saul. On est immergé dans un univers. Hein. Ah, c'est ce que l'on a voulu. On a voulu aussi que ce soit divertissant. C'est ça. Donc il y a beaucoup de changements de ton, d'utilisation de moyens multimédia à côté des œuvres, mais sans porter préjudice à la beauté des œuvres, parce qu'il y a des œuvres qui viennent du monde entier, beaucoup des États-Unis, beaucoup de collections particulières, beaucoup d'œuvres que l'on voit pour la première fois. Mais on a voulu qu'il y ait tout de même un plaisir de se promener au milieu de tout ce qui était divertissement et de montrer également. Oui, des reconstitutions, en particulier la reconstitution du costume des Ifs qui a été offert par l'atelier de l'Opéra de Paris, qui a été refait à la grandeur exactement selon les documents d'archives, puisque Michael Bouffard a trouvé celui qui lit couramment les partitions de danse et qui sait les exécuter, ce qui est extraordinaire. Eh bien, lui a réussi aussi à trouver la partition de la danse et la musique du Bal des Ifs, et les ateliers nous ont fait un costume. Nous ont refait un IF. Oui. Nous ont refait un IF à grandeur, en s'appuyant sur ce que l'on sait de la hauteur de Louis XV. Donc 5500 petites feuilles d'IF qui ont été collées sur du satin. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Enfin, c'est une chose parmi d'autres, parce que justement, on s'amuse dans l'exposition. On découvre que le maïs, c'est le golf. On découvre que la paume, on joue à la paume, qu'il y a des championnats de paume. Voilà. Et puis que tous les jeux de cartes, eh bien, sont très proches des nôtres. Quand on joue au lance-quenet, c'est comme si on jouait au poker. C'est un jeu. Oui, ce sont les ancêtres de nos jeux, finalement. Oui, absolument. Oui. L'ombre, le quintil, le quadrille, c'est l'ancêtre du whist, puis le bridge, etc. Donc, on se sent dans quelque chose de beaucoup plus proche, et on a une vision d'une cour où on sait s'amuser. Pas une cour guindée, figée dans l'étiquette. On a commencé par les bals guindés, justement, là nous allons vers la comédie. Oui. On se rend compte, puisque c'est au cœur du parcours de l'exposition, le théâtre, la comédie, comme on disait, joue un rôle essentiel, évidemment. La comédie 3 fois par semaine est très présente. Et puis il faut dire, le XVIIIe siècle est vraiment à la théâtromanie. Bien sûr, bien sûr. On joue, tout le monde joue, même les amateurs se mêlent aux professionnels pour jouer. Il y a des théâtres dans tous les châteaux. Mais donc, à Versailles, le théâtre est très, très présent. En tout cas, 3 fois par semaine, comme je disais tout à l'heure, il y a comédie, ce qui veut dire pas seulement des comédies, c'est tous les genres. Il y a le théâtre, il y a la tragédie lyrique, il y a la parodie, il y a l'opéra, il y a l'opéra comique. Mais ce dont on se rend compte, c'est que on s'est beaucoup intéressé à la programmation pour savoir que jouait-on dans une soirée, comment cela se passait-il, et on se rend compte qu'il y avait on mélangeait les genres. On commençait par 1 ou 2 actes de tragédie très sérieuse, et puis sans doute parce que ça paraissait un petit peu sérieux, on terminait toujours par une comédie ou quelque chose de vraiment amusant. Et pour une société aussi raffinée, on lit quelquefois des livrets qui sont vraiment burlesques, cocasses. Enfin bon, c'est pas toujours d'un niveau. La pièce facile est souvent présente à Versailles. Bien sûr, mais il faut distraire une fois de plus. Et puis il faut aussi se détendre. Le rôle de la chasse, avec la vitesse, le grand air, c'est un rôle de relaxation. La comédie et le rire, on se défoule parce que c'est tout de même une société du paraître où on est toujours là en concurrence. Il faut bien faire les choses selon l'étiquette. Et là, bon, il y a les moments où on rit bien. Voilà, on en a besoin. La comédie va essayer de trouver une place à Versailles pendant très longtemps, jusqu'à la construction en 1770 du fameux opéra de Gabriel. Il n'y a pas de grande salle dédiée au spectacle à l'intérieur du château. Alors quand on a besoin d'une grande salle, on va s'installer au manège, et sinon on est dans la petite salle du Passage des Princes, justement. Oui, alors la petite salle du Passage des Princes, on s'est toujours demandé comment on pouvait faire tenir 350 personnes dans un espace qui fait 8 mètres sur 13. Et quand on sait de plus que Marie-Lise
Lesinska, avec ses robes, prenait 2 fauteuils de part et d'autre du sien. Et pourtant, c'était comme cela. Et donc, pour avoir vraiment une idée de ce que ça pouvait être, nous avons demandé à la Société Aristeas, qui est une agence spécialisée dans la reconstitution multimédia 3 dimensions de sites patrimoniaux, de nous donner l'idée à partir de travaux extrêmement précis, à partir des archives, des élévations, un travail avec les spécialistes. Donc on voit en 3 dimensions ce que pouvait être cette petite salle qui, pendant un siècle, de 1682 à 1785, a été le lieu de la comédie ordinaire. C'est tout à fait étrange et paradoxal à Versailles. Il y a eu l'épisode, si l'on peut dire, du théâtre de l'escalier des ambassadeurs, le théâtre des cabinets, établi pour Madame de Pompadour et que vous reconstituez dans l'exposition. Là aussi, Jean-Claude Le Guillot, qui est un architecte, qui est un grand connaisseur de Versailles, a résolu le problème de l'installation. C'était là aussi un mystère. Comment on pouvait on visualise très bien les choses. Voilà. Et donc, il nous montre comment, par tout un système de poutres, on pouvait installer un théâtre qui est un théâtre très joli et que jusqu'alors nous ne connaissions que par une gouache qui est présentée à l'exposition, une gouache qui vient de loin puisqu'elle vient d'Ottawa, qui nous montrait une élévation de ce théâtre. Mais on n'avait aucune idée de comment ça pouvait fonctionner. On sait simplement qu'il fallait 3 semaines pour le monter et le démonter. 3 semaines, tout le monde trouvait ça absolument extraordinaire, mais le changement au manège de la salle qui était salle un jour pour la représentation de la princesse de Navarre, le lendemain pour le bal paré, c'était dans la nuit. C'est-à-dire qu'il y avait une ingénierie, un savoir-faire absolument extraordinaire de tous. Et c'est aussi quelque chose qu'on a mis en évidence, toute cette ingéniosité qui était celle des menus plaisirs du roi. Vous parliez tout à l'heure, Béatrix Saul, des jeux de cartes. Eh bien, nous allons arriver au jeu dans un instant. On fera un petit détour par la musique aussi, je rassure Patricia, qui trépigne dès qu'on ne parle plus de musique pendant plus de 3 ou 4 minutes. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Et vous savez, comme ça, je vous le dis au passage, que vendredi, c'est déjà les vacances de février pour, en tout cas, les Parisiens. Donc, c'est l'occasion peut-être d'aller visiter cette exposition au château de Versailles dont on vous parle cet après-midi au cœur de l'histoire. L'exposition Fêtes et divertissements à la cour et nous recevons la commissaire de l'exposition, Béatrix Saul, qui est votre invitée aux côtés de Patricia Bouchenaud-Deschamps, Franck. Et Patricia Bouchenaud-Deschamps, il y avait toujours cette musique qui accompagnait la vie de la cour et les concerts étaient multiples, bien sûr. Concerts, mais de la musique partout dans l'intimité et de manière publique. Donc on est vraiment sur un lieu, Versailles, où la musique était jouée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vraiment la constante de Versailles. Vous avez, Béatrix Saul, depuis le début, évoqué à plusieurs reprises les soirées d'appartements. C'était donc ces soirées qui avaient lieu 3 fois à la semaine et qui commençaient aux alentours de 19h à peu près, qui s'achevaient vers... Ça dépend des auteurs, entre 18h et 19h. Et qui s'achevaient par le souper du roi au Grand Couvert à 22h. Et donc, pendant ces soirées où, selon les règnes, on s'ennuyait ou l'on s'amusait, ça dépendait, on jouait surtout, et on jouait gros. Alors, les soirées d'appartement sont réservées à la cour. Donc, c'est 600, 700 personnes, 1000, voilà. Donc, l'enfilade des salons, c'est comme pour une partie, il y a une soirée, les buffets, et puis ensuite la salle où l'on danse, la salle où l'on joue, la salle où on entend de la musique, les salles où on parle. Et d'ailleurs, la musique... à un moment, sous Louis XV, on dit que la musique gêne les joueurs. Mais alors, si bien qu'il va y avoir les concerts de Marie Lesinska, qui seront enfin la musique pour elle-même. Voilà, c'est ça. Voilà, l'apparition des concerts, de la musique pour elle-même. Si sous Louis XIV, la musique est omniprésente, elle est souvent en fond sonore d'autres activités. Et le concert en tant que tel apparaît vraiment au XVIIIe siècle, à la toute fin du règne de Louis XIV, et puis c'est Marie Lesinska qui fait vraiment les concerts de la reine, 1 heure de musique, où on entend dans le salon de la paix cette musique. Voilà. Donc les soirées d'appartement, on joue beaucoup. Et on joue des sommes folles, et de plus en plus à mesure que le temps passe. Voilà, mais tout est à la cour sujet à Paris.
on parie quand on joue au maille, on parie quand on joue à la paume, on parie bien sûr pour tous les jeux, et les jeux sont omniprésents. Alors il y a le grand jeu à l'occasion des grandes cérémonies, un jeu encore d'étiquette et tout le monde est placé selon son rang. Il y a les jeux d'appartement plus libres, et il y a les jeux en particulier, les jeux chez le roi dans ses cabinets. Il y a les petits soupers. Oui, après les soupers, il y a les jeux des courtisans entre eux. Et puis il y a une foultitude de jeux avec les jeux qui sont à la mode, qui se renouvellent les uns les autres. Le jeu qu'on ne peut pas démoder, c'est le cavagnole de la reine Marie Léginska, parce qu'elle ne joue qu'à ça et toujours. Elle ne joue qu'à ça, la cavagnole, et elle y perd beaucoup d'argent. C'est un jeu de hasard, et donc si on gagne, c'est très bien. Mais il y a aussi les jeux, les jeux qui sont les ancêtres du bridge. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les études sur les statistiques et les probabilités, le premier traité est édité par un ecclésiastique à propos des jeux. Oui. Il y a eu d'une part Pascal et Huygens ont commencé à travailler sur les statistiques, mais ensuite la première application, elle est sur les jeux. Et elle est à la fin du XVIIe siècle. Et on écrivait ce qui pouvait intéresser le public cultivé de l'époque, qui jouait tellement. Voilà. Alors, le clou, si je puis dire, de l'exposition, ce sont les illuminations. C'est la part du merveilleux, en quelque sorte. Alors ça, c'est réservé aux grandes solennités, aux fêtes éclatantes de Versailles. Et à chaque règne, à chaque période, son type d'illumination, Béatrix Sauvé. Oui, Versailles, c'est la lumière. C'est vraiment ce qui caractérise le plus Versailles. Je le dis toujours, avec ses fenêtres pour la première fois du sol jusqu'aux corniches. Vraiment, les milliers de bougies dans les appartements, et donc une fascination. Et à partir des années 1760, ce vert de bohème qui va permettre d'avoir en plus la transparence éclatante. Voilà. Et donc, on a, pour tout ce qui est illumination et feux d'artifice, un amour immodéré. Alors, sous Louis XIV, il y a les feux d'artifice qui sont blancs et or, mais qui sont contrebalancés par le fait qu'on utilise beaucoup des bocaux remplis d'eau de couleurs, et qui, éclairés par derrière, donnent des effets d'irisation. Fêtes et divertissements à la cour, c'est la grande exposition que vous propose le Château de Versailles jusqu'au 26 mars prochain. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous en parler.